et je pense qu'il faut être paranoïaque. Parce que les violences sexuelles contre des enfants, c'est pour moi... Enfin, quand un enfant qui a été violé, je considère qu'il n'a plus de vie, il a d'immenses difficultés à avoir une vie affective normale après. Bien sûr. Et donc, les conséquences, elles sont dévastatrices. Similaires pour moi à un meurtre. Une recommandation dérangeante, mais nécessaire, surtout quand on voit comment certaines décisions de justice frisent l'absurde. Écoutez l'anecdote de ce général de gendarmerie, c'est accablant. Sur une affaire de pédophilie chez un magistrat pour laquelle j'avais été saisi à la section des recherches d'Orléans, on avait retrouvé plus d'1 million de photos et de vidéos pédopornographiques chez lui. Il y a eu une instruction. La sanction a été de 1 000 € d'amende. Combien ? 1 000 € d'amende. 1 000 € d'amende Oui, pour la détention d'1 million de clichés pédopornographiques. Absolument, pour la détention. Pas de prison avec sursis, rien du tout. Non, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une sanction significative, ouais. Mais ça n'a pas été le cas. Révoltant. Et si par miracle, ce type d'individu parvient malgré tout à être condamné et envoyé en prison, il y a désormais une nouvelle parade pour être lavé de tous ses péchés, selon le journaliste Dominique Rizet. Ils sont en prison, les pédocriminels, de se cacher, vous savez, et de trouver des astuces. Vous savez qu'il y en a plein, et ensuite j'en termine rapidement. À l'époque où on leur donnait des coups d'épaule en prison ou un coup de poing dans un couloir, qui se sont convertis. Ils se sont convertis à l'islam parce que on considère que la vie commence au moment où on s'est converti et que tout le passé n'existe plus. Et donc ils se sont retrouvés protégés en prison. Il y en a plein qui l'ont fait par les frères, par leurs copains musulmans. Voilà. Et l'immigration de masse a parfois des conséquences qu'on ne voit pas venir. Et côté politique, les questions légitimes se posent, même les plus sensibles. Pour la première fois, depuis longtemps, un parlementaire en poste a assumé clairement sur nos antennes, dans l'émission On ne va pas se mentir, qu'il fallait rétablir la peine de mort. Est-ce que vous pensez qu'on doit remettre la peine de mort ou non ? Oui. Sur quelle base ? Sur les crimes. Ah, sur quelle base ? On est dans un pays où on n'a aucun problème à tuer jusqu'ici. On a l'avortement, on a l'euthanasie, on a les assassinats commandés par le président à l'étranger. On ne s'est pas gêné pour aller tuer des Français en Syrie, que je sache. Alors qu'on n'était pas en guerre avec eux officiellement. Donc ça gêne personne. La peine de mort, c'est se dire on a un individu qui, 1, n'est pas réintégrable dans la société, qui, 2, n'a aucune considération pour la société. À quel moment la société devrait avoir un minimum de considération pour elle ? Donc il y a des peines sur lesquelles on doit imposer la peine de mort pour vous ? Il y a des peines où ça doit être une faculté. Ce seraient lesquelles ? Comme auparavant. Les peines les plus graves. Vous prenez les dernières peines de mort qui ont été exécutées dans notre pays. Vous regardez les cas, en particulier, c'est souvent des meurtres avec viol d'enfants, assez très très sordides. Et vous vous posez la question. Moi, ça me choque pas. Et le député Alexandre Allègre-Pilot rejoint l'avis de beaucoup de Français face à cette justice laxiste. Mais sans aller jusqu'à la peine de mort, il existe une décision bien plus réaliste, la démission de Macron. Et c'est Philippe de Villiers qui l'appelle de ses voeux. Je vais pas être gentil. Mais je suis pas là pour ça. Il parle de responsabilité. L'honneur de la politique, et je sais ce que c'est, j'ai été un homme public pendant longtemps, l'honneur de la politique, c'est qu'on assume sa responsabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mot démission. Quand on ne veut pas assumer sa responsabilité, ou que le peuple vous renvoie. Parce que là, il est à la tête de l'État au nom de toutes les familles de France, et on a vu depuis 10 ans comment tout s'écroule. C'est le commandant du Titanic qui vient nous expliquer à la télévision « Je ne comprends pas comment le Titanic a pu couler. » Mais bonhomme, c'est toi qui commandes. Avec tes flûtistes, là, Darmanin et les autres. Et donc, moi, je demande de manière solennelle, personnelle, et au nom de beaucoup de Français, Monsieur le Président, il faut partir. En fait, cette affaire Liana a exaspéré tout le monde, tant elle révèle l'incompétence teintée d'impunité totale de notre système judiciaire. Le député Laurent Jacobelli le résume parfaitement et pointe le rôle déterminant de Darmanin dans tout ce scandale. Une fois encore, cet individu qui, par de nombreuses fois, a été soupçonné d'avoir des rapports troubles, je vais être très prudent, avec les enfants, n'a jamais été entendu par la justice. Alors moi, je pose plusieurs questions. Pourquoi, je le répète, ce même procureur a convoqué des agriculteurs qui avaient manifesté, apparemment c'était en haut de sa pile, et pas ce violeur d'enfants?
présumé. Pourquoi? Oui, on veut des réponses. Et moi, j'aimerais parler de Gérald Darmanin, qui semble, et vous l'avez bien dit, madame, découvrir qu'il y a des dysfonctionnements dans notre justice. Alors, il n'a pas découvert qu'il y avait des dysfonctionnements. Voilà, la voix que vous venez d'entendre pour défendre Darmanin est la même qui coupera net la journaliste Laurence Beneux, qui a osé mettre sur la table ce que tout le monde sait, mais dont personne ne parle. Et il y a une responsabilité politique qui est absolument écrasante. Il y a un manque de volonté politique depuis des décennies. Moi, quand je vois Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui s'indignent sur des dysfonctionnements comme si d'un seul coup ils découvraient que la Lune existe, mais je crois rêver. Vous voyez. D'ailleurs, en parlant de dysfonctionnement, Emmanuel Macron, quand il s'agit de sa femme, ça l'a pas tellement dérangé, hein. Pardon, on va pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire très exactement? Je veux dire qu'un prof, et c'est depuis tout le temps, la majorité sexuelle quand une personne a autorité, c'est 18 ans, et qu'un prof qui séduit son. Bon, alors c'est un autre sujet. Non, parce que ça envoie un message d'impunité. Là, c'était une autre époque aussi. Je ne sais même pas si la majorité sexuelle était à 16 ans. qui est quand même, mais c'est toujours interdit, hein. Alors, bon, la relation était, je crois, clairement consentie. C'était une autre époque. On s'interrogerait sûrement différemment aujourd'hui. Et néanmoins, j'entends votre point, mais il ne sera pas approfondi sur ce plateau. Voilà, on sent le malaise sur le plateau. Le sujet qui plane, mais qu'on ne veut surtout pas effleurer. Et malgré notre légitime révolte de façade, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Comme en témoigne cette archive d'une sénatrice macroniste qui, en toute décontraction, parle d'enfants et de consentement. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui. Madame Billon, Madame Billon, excusez-moi. Excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Entre autres paroles dégueulasses, j'aurais pu revenir sur le revirement pitoyable de Yael Braun-Pivet, qui, après avoir refusé une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, veut maintenant faire de la protection de l'enfance une priorité nationale, ou encore sur ces gauchistes qui nous crachaient dessus et nous accusaient de récupération lors du meurtre de Lola, mais qui récupèrent aujourd'hui à leur tour l'affaire Liana pour dénoncer le patriarcat, le tout avec la complicité des médias. J'arrête ici les rimes et ma chronique, mais soyez sûrs d'une chose, l'hypocrisie, elle, continuera. Et désormais, nous retrouvons donc Richard Desèze pour sa chronique. Richard, je vous avais envoyé hier une information qui me semblait assez capitale. C'est un manque total de respect d'Emmanuel Macron. L'avez-vous seulement exploité? Non, et vous me pardonnerez. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre remarquable qui s'appelle Ciao Manu, le livre refusé par tous les éditeurs, qui est une lettre qu'une certaine Aphrodite, qui ressemble pas mal de dos à quelqu'un qu'on connaît, qui s'appellerait Brigitte par exemple, a écrit pour expliquer à Emmanuel Macron tout ce qui ne va pas. Mais vous avez raison, effectivement, il y a le camarade Macron a apostrophé une salle dans un anglais absolument parfait, comme d'habitude, en expliquant que puisque des gens parlaient pendant que lui parlait, c'était vraiment absolument abominable. Et il a ensuite expliqué qu'il fallait laisser les artistes s'exprimer, et il y a un deuxième moment absolument admirable où pendant 30 secondes, il se tait en attendant que le silence se fasse dans la classe. J'avais l'impression de voir Brigitte Macron, prof de lettres dans un lycée. Ouais, j'espère qu'il ne serait pas allé aussi loin quand même. Mais... enfin, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Et il s'est passé aussi dans cette tournée africaine, mais on va revenir à Ciao Manu juste après, quelque chose de remarquable, c'est la manière dont Emmanuel Macron, justement sur la restitution des biens pillés, a expliqué « Je crois qu'on a construit quelque chose d'irréversible et d'inarrêtable ». C'est rassurant. Je trouve admirable dont, une fois plus, Macron, à chaque fois, parle de lui-même. Je crois qu'on a construit quelque chose d'irréversible et d'inarrêtable. Effectivement, c'est irréversible. Et quand bien même arriverait en France quelqu'un qui voudrait revenir sur les restitutions, autrement dit, quelqu'un qui voudrait revenir sur tout ce que j'ai fait, moi, Macron, je crois qu'il n'y arriverait pas.
Même si tous les gens qui font souffler les vents mauvais, qui veulent aller vers le repli. Trop tard, vous emballez pas, trop tard. Et là, il a une manière crépusculaire d'annoncer à quel point il réussit à tout supprimer autour de lui. Et justement, ce petit livre, Ciao Manu, 12 €, disponible sur Amazon, donc écrit par Aphrodite. C'est un de vos pseudos, Richard? Pas du tout. Mais je regrette de ne pas avoir écrit ce livre. C'est épatant. Ça commence donc Ciao Manu, quand tu liras cette lettre, j'aurais quitté l'Élysée et tourné à jamais le dos au mur feutré qui abritait depuis notre arrivée au palais le drame bourgeois nous tenant lieu de quotidien. Et la dame parle. Je peux t'assurer de m'avoir toujours gna gna gna. Je peux te l'avouer, aujourd'hui, la midinette picarde de cette époque, aux jupes de cuir courrèges trop courtes pour laisser indifférent, s'est laissé berner par le pseudo-écrivain aux allures romantiques que tu prétendais être. Et donc, c'est un examen des 10 ans passés par Macron au pouvoir, enfin 9, qui est absolument remarquable. L'auteur a épinglé tous les travers d'Emmanuel Manu. L'auteur nous rappelle toutes ces citations pourries. L'auteur aussi mobilise tous ceux qui ont souffert avec Manu et qui ont bavé des ronds de chapeau devant l'outrecuidance de Manu, l'inefficacité de Manu, l'inexpérience de Manu. Le bouquin est dédié donc par Aphrodite à François Hollande, qui apprécie par-dessus tout l'humour et la loyauté. Donc c'est assez drôle, et évidemment, d'autant que l'auteur, avec cruauté, rappelle les déclarations d'Emmanuel Macron. Bien sûr, dit-il sur Europe 1 le 16 mars 2016, bien sûr que je souhaite que François Hollande soit candidat à la présidence de la République. 2016, 16 mars. J'aime la chose publique. J'ai 2 loyautés, l'une à mon pays et à mes idées. Je ne l'ai jamais lâché, je ne le lâcherai jamais. Et puis j'ai des principes personnels. Je sais à qui je dois le fait d'être là. C'est François Hollande, il est le candidat légitime. Et voilà, donc un an avant de lui rafler l'élection, et donc un an avant que François Hollande ne s'étrangle. Et cette espèce de méchanceté native, cette espèce de jouissance hypocrite à promettre quelque chose et à ne pas l'accomplir, elle est systématique. Alors par exemple, Catherine Colonna, son ancienne ministre des Affaires étrangères, qui malgré ses 68 ans passait ses nuits dans les avions afin de défendre aux 4 coins du monde les intérêts de la France. Rima Abdul Malak, ton ancienne ministre de la Culture, dont tu t'étais entiché quand elle était ta conseillère à l'Élysée et qui consacrait 20 heures de ses journées à redonner vie à la culture française, eh bien, l'une comme l'autre ont appris devant leur poste de télévision que Jupiter, du haut de son Olympe, avait décidé, sans qu'elle n'ait jamais démérité, qu'elle ne ferait plus partie de son prochain gouvernement. On sent l'auteur particulièrement au fait des arcanes du pouvoir. C'est quelqu'un qui a fréquenté la Macronie. C'est quelqu'un qui a baigné dedans. C'est entre 2 vacheries, entre 2 rappels de citations assassines, entre 2 jugements vraiment pesés au trébuchet de la méchanceté et de la justesse, il réussit à nous livrer des anecdotes absolument délicieuses. Que dire du mauvais tour que tu jouas à cette malheureuse Catherine Vautrin, cette élue rémoise que tu avais été débauchée chez les Républicains? Après lui avoir annoncé qu'elle serait ta future première ministre, tu n'as même pas... Forte de ta parole, elle s'est empressée de courir au Mobilier National choisir les meubles qui orneraient son bureau à Matignon, avant d'apprendre par la radio, dans la voiture officielle qui la conduisait vers sa destination, que tu venais de nommer à sa place Elisabeth Borne. C'est absolument génial. Et voilà. Et donc on est comme ça, entraîné de déroute en déroute, de fausses promesses en fausses promesses, avec notamment évidemment la promesse de lutter contre les extrêmes. Je défendrai la République face à l'extrémisme, avais-tu déclaré au Carrousel du Louvre. Je protégerai la République. Je ferai tout durant les 5 prochaines années pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Je ne sais pas si vous voyez le niveau où en sont arrivés LFI et le RN. Et bien voilà, Macron évidemment fait des promesses qu'il est incapable de tenir, et surtout il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour que les choses puissent exister. Et il est comme ça en permanence aussi dans la manière dont il se juge lui-même et s'absout lui-même. Le 3 juillet 2017, vous êtes ici les dépositaires de ce désir de changement qui nous est interdit de trahir. Ce changement doit porter sur les comportements. Il ne peut pas y avoir de réforme sans confiance. Bon, crac, ça c'est en 2017, Gilets jaunes. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies comme trop souvent dans le passé, dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Et ben, un mois plus tôt, il avait dit changement de méthode, de travail et de concertation qui devrait permettre de tourner la page de ces 16 mois de crispation et d'incompréhension. 16 avril
2022, 5 ans de renouvellement complet et de changement profond, juste après les européennes. J'ai compris le message de la défaite des européennes. J'en ai tiré les conséquences démocratiques. Si les Français nous refont confiance, ça ne pourra plus être comme avant. Nous devons être encore plus ouverts sur le fond des mesures, comme sur la manière de gouverner. Et le malheureux Macron est comme ça épinglé en permanence. Il est dépouillé. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'auteur dit quelque chose de remarquable. Et pourtant, on sent pas beaucoup de compassion chez vous. Non, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Pour avoir usé et abusé, ton numéro de cobra charmeur est définitivement éculé, dit Aphrodite. Le reptile qui somnole en toi s'est au fil des ans descamé. Ce n'est plus qu'un bout de corde à l'abandon se tortillant sur les graviers de l'Élysée. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Au passage, évidemment, l'auteur ne se contente pas d'être brillant dans son style, percutant dans ses analyses, curieux dans ses anecdotes. Il cite aussi les bons auteurs. Alors Alexandre Jardin, qui est un peu le cocu de cette histoire macronienne, puisqu'il le serrait sur son cœur en 2017. Mais là, par exemple, Natacha Polony, qui en septembre 2016 avait déjà expliqué que sans doute Macron était nul. Un éloge de cette fiction qu'est l'individu libéral, détaché de toutes les anciennes solidarités et rêvant de devenir millionnaire dans un monde simplement régi par le droit et le marché. Une vision libérale et progressiste d'une démocratie qui aurait pour seul objet le développement indéfini des droits individuels et l'épanouissement du moi par la participation à l'émulation consumériste. Et ça, l'auteur dresse comme ça ce constat accablant d'un Macron particulièrement nul. Je ne résiste pas au plaisir, évidemment, de vous citer la conclusion. Tu n'as plus désormais aucune raison valable de te déplacer jusqu'à la Côte d'Opale. J'ai demandé à Fabien de passer prendre tes affaires. J'ai vidé tes placards, je lui ai remis tes costumes Jonas et compagnie et tes chemises sur mesure. Je n'ai pas trouvé de ceinture, mais j'ai cru me souvenir que tu n'en portais plus parce que ça fait pecno, comme tu dis. Pour le reste, tout y est, tes Ray-Ban aviateurs, ton blouson et ta casquette Top Gun, afin que tu puisses continuer à faire croire aux start-upers qui te chérissent que tu as l'étoffe des héros. Quant à tes t-shirts défraîchis, je les ai donnés à Emmaüs. Ce sera ta contribution sociale la plus marquante au cours de tes 8 ans de présidence. Eh ben, c'est d'une tendresse inexistante ce livre. Hein. C'est Ciao Manu, 12 € Amazon. Voilà, merci beaucoup Richard de Sèze. Merci d'avoir regardé, bonne journée à tous.